Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notation que j'ai adoptée il y a quelques mois pour décrire les rotations de la plupart de mes casse-têtes et je vais vous la détailler dans cette vidéo. J'ai déjà adopté cette notation dans mon récent cycle Algorithme essentiel, je l'ai baptisé notation face avant et on va voir pourquoi par la suite. Pourquoi appeler cette notation face avant? Tout simplement puisqu'on va se concentrer sur la face avant d'un casse-tête, la face la plus proche de l'utilisateur, pour décrire l'ensemble de ses rotations. Et on va voir que cette notation est bien plus intuitive, à mon avis, que la notation traditionnelle qui consiste à utiliser des lettres. Pour l'illustrer, je vais prendre un premier exemple qui va concerner la rangée droite de ce cube, celle qu'on symbolise habituellement par la lettre R. Si je veux faire tourner cette rangée d'un quart de tour, j'ai le choix entre cette rotation ou cette rotation. Habituellement, on utilise la lettre R qui correspond à cette face du cube, et si on effectue la rotation suivant le sens des aiguilles d'une montre, on la note R, et dans le sens contraire, on la note R'. Si on utilise la notation traditionnelle, on voit qu'avant de tourner cette rangée, on doit d'abord se projeter sur cette face pour savoir si on va tourner dans le sens horaire ou anti-horaire, et seulement ensuite on peut effectuer une rotation. Avec la notation face avant, plus besoin de passer par cette étape, on considère donc la face avant de ce cube, et selon le sens de rotation choisi, je vais considérer qu'on va monter cette rangée droite avec une flèche qui part vers le haut sur le symbole qui représente la face avant de mon cube, ou vers le bas comme ceci, pour retourner à l'état résolu du cube. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut évidemment appliquer ce même principe à d'autres rangées du cube, comme par exemple la rangée gauche, et plutôt que de parler de rotation L ou L', je me concentrerai sur la face avant du cube et je considère que je pourrais faire monter ou descendre ma rangée gauche. De même, si on considère les rangées supérieures et inférieures du cube, on n'a plus à se demander si on doit les tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Il suffit de dire qu'on tourne la rangée supérieure vers la gauche ou vers la droite, comme ceci, et même chose pour la rangée inférieure. Si je considère maintenant la rangée avant de mon cube, et si je me limite à des rotations d'un quart de tour, je pourrais effectuer cette rotation dans le sens horaire, ou cette rotation dans le sens anti-horaire. Mais plutôt que de me focaliser sur les aiguilles d'une montre, je vais simplement considérer une rotation gauche et une rotation droite en regardant de quel côté va partir le sommet de la rangée. Donc si je l'emmène vers la gauche, comme ceci, j'ai ce symbole, et si je l'emmène vers la droite, la rotation correspond à ce symbole. Pour décrire les rotations de la rangée arrière du cube, je vais utiliser un symbole plus petit que celui correspondant à la rangée avant, du fait de l'éloignement de cette rangée, et je vais considérer ces mouvements vus à travers la face avant du cube. Donc, une rotation dans ce sens, une rotation gauche, correspondra à ce symbole, et une rotation vers la droite correspondra à ce symbole. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de rotation d'un quart de tour, mais on sait qu'on peut également appliquer sur un cube des rotations d'un demi-tour. Ces rotations ont ça de particulier qu'on n'a pas de sens de parcours imposé, puisqu'en partant par exemple de cette position, un demi-tour de la rangée droite peut amener à cette nouvelle configuration en tournant dans ce sens, ou en tournant dans le sens contraire. Si je veux illustrer ces rotations d'un demi-tour sur le cube, je vais reprendre les symboles qu'on a vus jusqu'à présent, mais ils seront cette fois dépourvus de flèches, pour bien rappeler qu'il n'y a pas de sens de rotation imposé dans le cas d'un demi-tour. Donc, si j'applique le principe à cette rangée droite, voilà le symbole correspondant, et je pourrais évidemment effectuer la rotation dans l'autre sens. Je peux l'appliquer également à la rangée gauche, la rangée supérieure, la rangée inférieure. Je peux évidemment l'appliquer à ma rangée avant, et ici le cercle présent dans le symbole indique les deux chemins possibles pour arriver à ce résultat, et évidemment je peux appliquer la même chose à la rangée arrière du cube. Parfois, on aura à noter les rotations des rangées centrales du cube, sachant qu'on en a ici 3. On a cette rangée, qui est habituellement repérée par la lettre M dans la notation traditionnelle, comme middle. On a cette rangée
qui est généralement appelé E comme équateur, et on a cette rangée qui habituellement est appelée S pour standing. Si je m'intéresse à cette rangée centrale, on aura donc ce symbole pour décrire un mouvement vers le haut. Je dis mouvement vers le haut lorsqu'il est vu depuis la face avant. On aura ce symbole lorsqu'on voudra décrire ce mouvement vers le bas. Et on aura un autre symbole dépourvu de flèche cette fois-ci lorsqu'on effectuera un demi-tour dans ce sens ou dans ce sens, ce qui revient au même. On pourra reprendre exactement les mêmes principes pour la rangée équatoriale en considérant qu'on va emmener cette rangée vers la gauche, vue depuis la face avant, vers la droite, ou qu'on lui fera faire un demi-tour dans ce sens ou dans ce sens. Pour décrire les rotations de cette rangée centrale, qui est intercalée entre les rangées avant et arrière du cube, j'utiliserai un symbole où on voit deux carrés, un grand carré qui correspond au contour de la rangée avant et un petit carré qui correspond au contour de la rangée arrière. Et on aura de la même manière une rotation vers la gauche, comme ceci, vers la droite, et éventuellement une rotation d'un demi-tour, quel que soit le sens choisi. Lorsqu'on parle de rotation, on sous-entend généralement la rotation d'une rangée d'un casse-tête, mais il arrive qu'on doive tourner l'ensemble du casse-tête d'une certaine manière. Si je veux faire tourner l'ensemble de mon casse-tête, j'ai trois possibilités. Soit je le fais tourner suivant un axe vertical, comme ceci, soit je peux le faire tourner autour de l'axe qui passe par les côtés gauche et droit du cube, comme ceci, soit je peux encore le faire tourner suivant l'axe qui traverse sa face avant et sa face arrière, comme ceci. Pour illustrer ces différentes rotations, je vais utiliser des symboles où l'on voit un carré de petite taille qui représente cette fois-ci l'ensemble de mon casse-tête. Et en fonction du sens de rotation choisi, j'aurai une flèche qui va traverser ce carré pour indiquer dans quel sens je tourne mon casse-tête. Si j'effectue cette rotation, c'est-à-dire que ma face avant va devenir ma face gauche, la rotation correspond à ce symbole. Si je tourne mon casse-tête dans l'autre sens, j'aurai évidemment ce symbole, et je peux même effectuer un demi-tour suivant cette rotation, ce qui correspondra à ce symbole, où on va reprendre le principe d'absence de flèche, puisqu'on peut obtenir le même résultat en tournant mon casse-tête d'un demi-tour comme ceci, ou comme cela. En tournant mon casse-tête suivant ce nouvel axe, on aura une rotation vers le haut, comme ceci, une rotation vers le bas, toujours en considérant la face avant, ou une rotation d'un demi-tour dans ce sens ou dans ce sens, ce qui revient au même. Enfin, si je veux faire tourner mon casse-tête suivant l'axe qui traverse sa face avant, je peux le faire tourner vers la gauche, comme ceci, vers la droite, ou je peux lui faire faire un demi-tour, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, et vous avez ici les symboles correspondants. Maintenant que je vous ai détaillé la notation, je vais l'appliquer à quelques algorithmes. Ici, j'ai commencé à construire la rangée inférieure de mon 3 par 3. Il ne me reste plus qu'à insérer le coin qui sera à cet emplacement, et qui sera donc un coin blanc, bleu et rouge. Et ce coin est justement à la verticale de cet emplacement, avec sa facette blanche qui pointe vers la droite. Donc pour insérer ce coin, je vais appliquer un algorithme qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises. Je vais emmener le coin à l'arrière du cube en montant la rangée droite. Je vais le ramener sur la face avant en faisant tourner la rangée supérieure. Et finalement, je ramène les trois pièces qui ont une facette blanche sur la face inférieure en tournant à nouveau ma rangée droite, mais cette fois-ci vers le bas. Nouvel exemple ici, proche du précédent, puisque j'ai commencé à construire ma rangée inférieure et il me manque toujours le dernier coin. Ce dernier coin est ici, mais cette fois-ci, sa facette blanche pointe vers le sommet du cube. Pour l'insérer, je vais donc appliquer ce que j'appelle l'algorithme de l'ascenseur, et cet algorithme est constitué des rotations qui suivent. Demi-tour de la rangée droite, vers la gauche pour la rangée supérieure, demi-tour à nouveau de la rangée droite, vers la droite pour la rangée supérieure, et dernier demi-tour de la rangée droite.
J'avance un peu dans la résolution de mon 3 par 3 puisque j'ai ici ma rangée inférieure entièrement résolue et je vais passer à la résolution des arêtes équatoriales. Ici par exemple je vois que j'ai cette arête orange et bleue et je peux la faire glisser à droite de ce centre orange puisque le centre qui est ici est bleu. Donc je vais appliquer l'algorithme du pêcheur dans sa variante droite tel qu'on l'a vu dans d'autres vidéos. Donc pour commencer je fais partir cette arête à l'opposé, c'est-à-dire vers la gauche. Je monte ma rangée droite, je tourne à nouveau la rangée supérieure comme ceci, j'abaisse ma rangée droite, je vais ensuite ramener ma rangée supérieure vers la droite comme ceci, j'ai délogé le coin qui est ici, je vais tourner mon cube de cette manière pour avoir le coin avec la facette blanche sur ma gauche, et je vais le réinsérer comme on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, mais cette fois-ci du côté gauche, en l'emmenant à l'arrière du cube, puis de nouveau sur la face avant de ramener ces 3 pièces à facette blanche sur la face inférieure, ce qui replace du même coup mon arête orange et bleu entre les deux centres orange et bleu. J'ai terminé mes 2 rangées inférieures sur ce cube 3 par 3. Je vais donc passer à la résolution de la croix supérieure qui ici comporte 2 branches à angle droit. Donc je sais que je dois tenir le cube comme ceci et appliquer ce que j'ai appelé l'algorithme du coffre qui va faire intervenir en particulier ce coin supérieur droit. Dans un premier temps, je tourne ma rangée avant vers la droite et je vais ensuite regarder ce coin particulier du cube. Je vais l'emmener d'abord vers la gauche. Je vais emmener ce remplaçant vers le haut, ce remplaçant vers la droite et ce remplaçant vers le bas, avant de ramener ma rangée avant comme ceci, c'est-à-dire en la faisant tourner vers la gauche. Et de cette manière, j'ai bien ma croix supérieure complète. Pour cet algorithme, j'ai volontairement grisé le premier et le dernier symbole pour montrer qu'il ne concerne que la rangée avant. Dans un premier temps, on la fait tourner vers la droite et en fin d'algorithme, on la ramène vers la gauche. C'est un petit repère visuel pour faciliter l'apprentissage de cet algorithme. J'avance encore dans la résolution de mon 3 par 3. J'ai ici ma croix supérieure complète et je dois maintenant résoudre la face complète, c'est-à-dire que je ne dois avoir ici que des facettes jaunes. Pour ça, je vais utiliser un algorithme que j'ai déjà décrit dans d'autres vidéos et que j'appelle algorithme de la machine à coudre, et on va voir précisément pourquoi je l'ai appelé comme ça à partir des symboles qui vont rappeler quelle rotation j'effectue. Cet algorithme ne fait intervenir que la rangée droite et la rangée supérieure du cube, et on va voir que la rangée droite ne fait que des allers-retours vers le haut et vers le bas. Donc je commence l'algorithme en laissant volontairement griser les symboles qui correspondent à cette rangée droite. Donc je monte cette rangée, je tourne la rangée supérieure vers la gauche, je redescends cette rangée, à nouveau vers la gauche, je remonte cette rangée, et c'est la seule fois où j'ai une double rotation dans la rangée supérieure, avant de redescendre une dernière fois la rangée droite. Et j'ai bien obtenu ma face supérieure jaune. On voit ici que cette notation facilite bien les choses, puisqu'en un coup d'œil, on s'aperçoit que la rangée droite ne fait que des allers et retours, et on s'aperçoit que la rangée supérieure ne fait que des mouvements vers la gauche, soit une rotation simple, soit une rotation double, ce qui correspond à un demi-tour. Je dois maintenant placer chacun des 4 coins supérieurs à sa place, en cherchant des correspondances de couleurs. Ici, j'ai ces 2 coins consécutifs qui montrent la couleur bleue. Je vais les mettre sur la face bleue et je vais les placer à gauche sur mon cube et je vais effectuer l'algorithme du double ascenseur pour permuter les 2 derniers qui ne montrent pas la même couleur ici. Là aussi, on va voir que la notation face avant va bien faciliter les choses puisque cet algorithme est constitué de 2 parties séparées de 2 rotations particulières. Je vais ici faire intervenir la rangée droite, la rangée supérieure et la rangée inférieure. Je ne vais effectuer que des demi-tours sur la rangée droite et je vais donc commencer comme ceci. Demi-tour de la rangée droite, vers la gauche dans la rangée supérieure, demi-tour de la rangée droite, vers la droite pour la rangée supérieure, et nouveau demi-tour. C'est la première partie de cet algorithme. Avant de passer à la deuxième, je vais effectuer 2 rotations vers la droite, une rotation de la rangée supérieure et une rotation de la rangée inférieure. Je les ai ici rassemblés dans le même symbole pour ma notation. Et je vais recommencer, je vais reproduire la première partie de l'algorithme, mais je vais inverser la gauche et la droite pour les mouvements de la rangée supérieure. Donc, demi-tour de la rangée droite,
vers la droite dans un premier temps, nouveau demi-tour, vers la gauche dans un second temps, nouveau demi-tour. Et on peut compléter cet algorithme par une dernière rotation pour retrouver l'alignement des couleurs entre la rangée équatoriale et la rangée inférieure du cube. Et je vois que mes 4 coins supérieurs sont bien à leur place sur mon cube. À ce stade de la résolution, je vois que j'ai encore 3 arêtes à permuter et je peux choisir par exemple dans un premier temps de permuter ces 2 arêtes placées à 180 degrés l'une de l'autre, ce qui permettra de placer à sa position définitive cette arête jaune et verte. Donc l'algorithme, je le connais, je l'ai déjà appliqué à d'autres occasions et je le reproduis ici. Il va faire intervenir la rangée droite et la rangée supérieure et on a pour chacune de ces rangées uniquement des rotations à 180 degrés. Donc demi-tour, demi-tour, j'ai effectué ces 2 rotations une première fois et je vais à nouveau les reproduire 2 fois. Demi-tour, 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 demi-tour. On voit que j'ai ici simplifié l'écriture de l'algorithme en utilisant le chiffre 3 qui rappelle le nombre de fois que j'effectue une série de rotations entre crochets. Je vais à nouveau utiliser des chiffres pour décrire l'algorithme suivant, celui qui va permettre d'échanger les places de ces 2 arêtes supérieures et qui permettra également de permuter les positions de ces 2 arêtes de la rangée équatoriale. Dans un premier temps, je vais faire ces rotations, demi-tour gauche, demi-tour gauche. Je les ai répétées 2 fois, d'où le chiffre 2 dans l'algorithme, et je vais ensuite effectuer une autre série de rotations. Demi-tour, 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 avec là aussi le chiffre 2. Et je termine par des rotations qui sont exactement les mêmes qu'un algorithme qu'on a déjà vu un peu plus tôt dans cette vidéo, l'algorithme d'insertion d'un coin lorsqu'il est à la verticale de son emplacement, c'est l'algorithme de l'ascenseur. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite, et enfin demi-tour. Et mon cube est résolu. J'ai maintenant fait le tour de cette notation dite face avant, que j'ai adoptée personnellement pour résoudre des casse-têtes et pour expliquer comment le faire, et à mon avis elle comporte un certain nombre d'avantages que je vais essayer de vous résumer. Le principal avantage de cette notation est qu'elle est particulièrement intuitive parce qu'elle est visuelle. On ne s'embarrasse plus avec des lettres ou des primes pour savoir quelle rangée tourne et dans quel sens. On regarde simplement le cube ou le casse-tête depuis sa face avant et on reproduit exactement les mouvements qu'on voit sur les différents symboles. En particulier, on n'a plus à se poser la question du sens de rotation, s'il est horaire ou anti-horaire. On suit simplement les flèches qui sont sur les symboles. Un autre intérêt de cette notation est qu'elle permet de repérer certains éléments de symétrie dans la plupart des algorithmes et qu'elle facilite en cela la mémorisation de ces algorithmes. Elle permet en particulier de distinguer plusieurs parties dans un algorithme qui peut être relativement long et si on utilise les couleurs comme je l'ai fait pour distinguer différentes parties dans l'algorithme, on a quelquefois qu'en mémoriser la moitié puisque la deuxième moitié est une version symétrique ou très proche de la première. Personnellement, c'est le raisonnement que j'ai suivi et c'est ce qui m'a conduit à vous proposer depuis quelque temps déjà des méthodes de résolution dites imagées qui font plus appel à des repères visuels sur le cube plutôt qu'à la mémorisation de formules pas toujours évidentes pour certains. J'ai ici illustré cette notation sur un cube 3×3, mais il est clair qu'on peut facilement l'appliquer à un cube de n'importe quelle taille et on peut même l'étendre à d'autres familles de casse-têtes comme vous aurez sûrement l'occasion de le voir dans de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de cette notation que j'utiliserai dans la plupart de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt.